Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Donc là, je voulais faire une dernière remarque sur l'accélération, enfin sur la cinématique. Donc je vous rappelais que dans le dernier cours, qu'il ne faut pas confondre une vitesse constante et l'absence d'accélération au sens de la physique. Hein. Donc le problème, c'est que le langage courant ne fonctionne pas de la même façon. Si on roule, mettons, à 50 km/h sur une route qui n'est pas droite, bon, bah, on dit qu'on n'accélère pas hein, quand on est en voiture. Bon, au sens de la physique, si on accélère, puisqu'il y a une variation de la direction du vecteur vitesse, donc une variation du vecteur vitesse, donc il y a présence d'un vecteur accélération. Donc la norme de l'accélération est non nulle. Hein. Et donc le dernier exemple que j'ai traité intégralement, l'exemple du mouvement circulaire uniforme, bah vous avez vu qu'on a une accélération, qui est une accélération d'ailleurs dirigée vers le centre de la trajectoire. On pourra généraliser après, on dira dirigée vers le centre de courbure de la trajectoire. Et vous pouvez déjà retenir l'expression de l'accélération que j'ai établie la dernière fois, c'est V carré sur R, R étant le rayon du cercle correspondant à cette trajectoire. Bon, on le reverra, mais enfin, de toute façon, ça c'est quelque chose qu'il faudra connaître. Voilà, alors, donc je disais une dernière remarque. Je voudrais donner un critère pour savoir si la vitesse augmente ou pas. Hein, donc, critère de mouvement uniforme ou pas, critère d'accélération au sens classique, au sens du langage courant. Critère pour savoir si V augmente. Critère pour savoir si la vitesse au sens habituel, c'est-à-dire la norme de la vitesse, augmente ou diminue ou reste constante. Donc cette norme de la vitesse, je vous rappelle que souvent on la note tout simplement petit v. Okay. Alors on peut dire que si ce v, je vais l'écrire de la même façon, si v augmente, évidemment, ça veut dire que V carré augmente. Mais V carré, c'est la norme carrée du vecteur vitesse. C'est-à-dire que j'ai le droit de dire que V carré, produit scalaire avec lui-même, en quelque sorte, augmente. Mais ça, c'est une fonction du temps. La vitesse, a priori, est fonction du temps. Le vecteur vitesse est fonction du temps. Donc, dire que cette fonction augmente, eh bien, ça veut dire que si je dérive cette fonction par rapport au temps, ça fait quelque chose de positif. Comme vous en avez l'habitude en mathématiques depuis longtemps. Bon, donc ça, je dis, alors, la dérivée de ce terme-là par rapport au temps doit être positif. Bon, et qu'est-ce que c'est que la dérivée d'un carré? Alors, je vous rappelle... Je mets ça, ne recopiez pas, sauf si vous sentez que vous en avez besoin vraiment. Quand je dérive une fonction au carré, quand je dérive f carré au sens des mathématiques, eh bien, Louis, ça fait combien? La dérivée de f carré? De f carré. Ça fait pas 2f, non? Ça fait pas 2f' non plus, ça fait... On fait la dérivée, j'ai pas de réponse donc. Voilà, 2f fois f'. Donc on commence par dériver le carré. F, ou quand vous dérivez x carré, vous savez que ça fait 2x. Quand vous dérivez f carré, vous pouvez dire ça commence pareil, ça fait 2f. Mais il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de la fonction f. Donc ça fait 2f de x, mettons, fois f' de x. Voilà, dérivée une fonction composée. Ça, il me semble que c'est au programme de maths maintenant en terminale. Hein. C'est pour tous les cas de figure. Hein. F rongé de x avec voilà, le carré composé avec la fonction f. Bon, alors j'applique ça ici. C'est vrai que c'est des vecteurs, ça peut sembler un tout petit peu plus compliqué, mais on pourrait regarder composante par composante à quoi ça correspond. On peut faire le même genre de calcul avec des vecteurs. Donc cette dérivée-là, ça revient au même que d'écrire, hein, comme là-bas. Ça fait 2 fois v
que multiplie la dérivée de v par rapport au temps, qui est positif. Voilà le critère. Sauf que la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ben, on sait que c'est le vecteur accélération. Donc ça fait, en enlevant le 2 qui sert à rien, v produit scalaire vecteur accélération positif. Voilà. Donc je viens de montrer, alors j'aurais pu mettre des équivalences comme en mathématiques, mais je viens de montrer que on a une vitesse qui augmente au sens courant du terme, c'est-à-dire la norme de la vitesse augmente lorsque le vecteur accélération produit scalaire, le vecteur vitesse est positif. Donc je peux représenter ça graphiquement si vous voulez. Bon, il est clair que la vitesse diminue si ça c'est négatif et la vitesse reste constante si ça c'est égal à 0. Donc un petit dessin pour représenter les 3 cas de figure. Donc par exemple j'ai un vecteur vitesse comme ça. Si au même instant le vecteur accélération il a un produit scalaire positif avec la vitesse, c'est-à-dire par exemple comme ça. Je rappelle que dans le produit scalaire, faites norme de l'un fois norme de l'autre fois le cosinus de l'angle entre les deux. Bon bah là le cosinus de l'angle entre les deux il est positif. Hein, et donc il n'y a pas de souci. Ici V scalaire A est positif. V scalaire A positif. Et donc je sais que la vitesse est en train d'augmenter au sens de la norme de la vitesse. Si au contraire, j'ai un vecteur vitesse qui pointe dans cette direction-là, mais un vecteur accélération qui part en arrière, c'est-à-dire dont la projection sur la direction du vecteur vitesse est négative, la projection se fait en arrière, ben, je sais que dans ce cas-là, le produit scalaire est négatif et je peux conclure que la vitesse diminue. Voilà. Donc ça, c'est le genre de truc qui peut être utile si on vous demande de savoir si la vitesse est constante, diminue, augmente. Si vous avez déjà les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération, ça peut être assez rapide à faire. Vous n'avez pas besoin de calculer des dérivées, vous avez juste à calculer un produit scalaire. Et puis bon, dernier cas de figure, si on a un vecteur vitesse qui est orthogonal au vecteur accélération, voilà, le produit scalaire est égal à 0 et vous pouvez dire qu'à cet instant, V est constante. Voilà. Elle est constante tant que le vecteur accélération reste perpendiculaire au vecteur vitesse. Vous remarquez que c'est d'ailleurs le cas dans le dernier exercice qu'on a fait sur le mouvement circulaire uniforme. J'ai démontré que le vecteur vitesse était tangent au cercle, le vecteur accélération était centripète, orienté vers le centre, donc ils étaient perpendiculaires l'un à l'autre. Ça correspond bien à un mouvement uniforme. On avait démontré que la vitesse était constante, elle valait R fois oméga, hein, avec les expressions, avec les termes qu'on a utilisés. Okay. C'est bon ça? Vous dites, hein, c'est un truc qui n'est pas clair là-dedans? Voilà, donc il faut connaître ce critère-là. Ça, il faut savoir que c'est équivalent à une vitesse qui augmente. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie de la cinématique. Alors si vous regardez à tout hasard dans les livres de prépa sur la cinématique, en général, ils présentent directement quelque chose qu'on va faire un petit peu plus tard, c'est l'utilisation des coordonnées polaires, des coordonnées sphériques, des coordonnées cylindriques. Voilà. Donc moi, je ne travaille pas tout de suite là-dessus, je renvoie ça à un paragraphe ultérieur. Je préfère qu'on commence à appliquer le principe fondamental de la dynamique pour avoir quelques exemples concrets. Et puis après, je viendrai compléter ce paragraphe de cinématique pour l'utilisation de ces nouvelles coordonnées. Donc voilà, je passe au B, les lois de Newton, qui sont le cœur du sujet de la mécanique du point. Et donc on va commencer par le principe d'inertie qui a été déjà abordé par Galilée un petit peu avant. Principe d'inertie, et puis on va voir comment Newton a complété ce principe. Principe d'inertie, donc c'est Galilée, 17e siècle, 1632. Bon, il n'y aura pas d'interro sur les dates, c'est pour la culture générale. Alors, le principe d'inertie peut s'énoncer de plusieurs façons différentes. Je vais faire quelque chose d'assez simple, et puis après on affinera peut-être un petit peu. Donc, principe d'inertie, on peut dire, dans les référentiels dits galiléens,
Alors peut-être que le mieux, c'est que je commence par vous demander ce qui vous reste du principe d'inertie. Qu'a-t-elle? Qu'est-ce que c'est le principe d'inertie? Ça commence par dans les référentiels galiléens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, mouvement à vitesse constante, si vous pouvez peut-être préciser un peu le mot, c'est rectiligne uniforme, c'est-à-dire à vecteur vitesse constant. Si le système n'est soumis à aucune force, ou si le système est soumis à des forces qui se compensent, je reviendrai là-dessus après, ou s'il est soumis à des forces qui se compensent, alors je peux dire que la trajectoire est rectiligne uniforme. Alors, comme j'ai la flemme d'écrire la trajectoire est rectiligne uniforme, puisque j'ai qu'un petit bout de tableau, je vais écrire juste une équation. Le vecteur vitesse est constant. D'accord ? Donc attention, il ne faut pas dire là, la vitesse est constante. Ça ne suffit pas, hein, parce que c'est le langage courant, il faut être précis. C'est la vitesse, ok, au sens de la norme de la vitesse, mais c'est aussi la direction qui reste constante. Donc je mets un vecteur constant. Et puis je termine, je complète. En fait, l'inverse est vrai. Si le vecteur vitesse est constant, dans un référentiel galiléen, si le vecteur vitesse du système est constant, alors je peux dire que soit le système n'est soumis à aucune force, soit il est soumis à des forces qui se compensent. Il y a une question? Oui? Alors, ça rentre dans ce cas de figure. S'il est mobile, la vitesse vaut 0 et reste égale à 0. Donc on a bien une vitesse qui est constante. Mais effectivement, ce n'est qu'un cas particulier. Alors à l'époque de Galilée, d'ailleurs, c'est ça qui semblait bizarre, c'est est-ce qu'on peut dire que un objet qui continue toujours à avancer à la même vitesse, est-ce qu'il n'est soumis à aucune force? Est-ce que c'est possible, ça? Il faut quand même un petit peu d'imagination pour ça, parce que dire qu'un objet, qu'un système n'est soumis à aucune force, au sens strict, c'est assez difficile à réaliser hein, dans l'univers. Il faudrait se mettre au minimum loin de toute galaxie pour éviter l'attraction gravitationnelle qui a une portée à peu près infinie. Hein. Donc au sens strict, ça n'existe pas vraiment. Donc on complète, on dit ou s'il est soumis à des forces qui se compensent. Hein. C'est-à-dire que bon, je prends la table, quelqu'un qui pousse ici dans cette direction, quelqu'un qui pousse là dans la direction opposée, ils exercent des actions avec la même intensité. Hein. C'est deux jumeaux qui poussent de la même façon. Voilà. Vous avez des forces qui se compensent. Vous avez deux vecteurs force qui sont opposés. Okay, voilà. Bon, c'est tout. Ça va pour tout le monde, ça? Alors, ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est, sinon, ça n'a pas tellement de sens, on dit dans les référentiels dits galiléens. Alors, c'est quoi les référentiels galiléens? On peut dire, le truc, c'est la définition d'un référentiel galiléen, c'est ça, justement. Donc, on ne dit pas grand-chose tant qu'on n'a pas donné un exemple de référentiel galiléen. Alors, j'en donne un tout de suite, en disant tout de suite que c'est approximatif. Par exemple, le référentiel terrestre, on va considérer dans ce cours, sauf mention explicite du contraire, on va considérer que le référentiel terrestre est galiléen. Puis on pourra discuter quand même de quelques cas où ça ne suffira pas de dire ça. Parce que c'est une approximation. Donc, je rajoute tout de suite, dans ce cours, sauf mention explicite du contraire, le référentiel terrestre, c'est-à-dire associé à la surface de la Terre, sera considéré comme galiléen. Voilà, dans la grande majorité des exercices, ça nous suffira. Alors, dans quel cas, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez me... Je ne vais pas rentrer tout de suite là-dedans, mais est-ce que vous pourriez me citer des cas de figure où on ne peut pas considérer que le référentiel terrestre est galiléen? C'est-à-dire, en fait, je dis que c'est une approximation. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le référentiel terrestre n'est pas tout à fait galiléen. Exemple de cas de figure où, manifestement, ça pose problème de dire que le référentiel terrestre est galiléen. Oui ? Sur une longue durée, oui, mais donner un exemple concret. Lors d'une chute, si je lâche la craie, là par exemple, il n'y a aucun souci, je peux décrire la chute de cette craie dans le référentiel terrestre. On aura du mal à mettre en évidence le fait que le référentiel terrestre n'est pas galiléen.
Non? Ça vous dit rien? Alors, bah, par exemple, si... Oui? Voilà, donc je pense que vous pensez à des satellites. Hein, si on étudie la trajectoire des satellites autour de la Terre, bah là, ça devient problématique de considérer le référentiel terrestre comme galiléen. Je prends un cas extrême, vous prenez un satellite géostationnaire, ça existe, hein, il y a des satellites qui orbitent à 36 000 km au-dessus de nous, et bien, ces satellites, ils restent toujours au-dessus du même point. Et ils n'ont pas de moteur, ces satellites. Donc, ça pose problème, puisque vous avez dans ce cas, vous avez une force qui est exercée sur le satellite, c'est la force d'interaction gravitationnelle. La Terre tire sur le satellite, et donc il devrait, dans notre référentiel terrestre, s'il était vraiment galiléen, ce satellite, il devrait se rapprocher de nous, il devrait tomber, voilà, tout droit en chute libre. Okay. Donc manifestement, dans certains cas, hein, on ne pourra pas considérer que le référentiel terrestre est suffisamment galiléen. Ce n'est qu'une approximation. Alors peut-être que je vais le mettre, sera considéré comme galiléen, je le mets tout de suite, avant qu'on fasse peut-être plus tard un ou deux exemples précis. Ce n'est qu'une approximation. Si vous vous intéressez à la météo à l'échelle du globe, pour expliquer la formation des dépressions, vous avez déjà vu les cartes météo, vous savez que les masses d'air, elles arrivent à peu près toujours de l'ouest vers l'est. Quand vous avez des dépressions, elles tournent toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Enfin, dans l'hémisphère nord. Pourquoi? C'est parce que, encore une fois, le référentiel terrestre n'est pas un excellent référentiel galiléen. Donc, bon, pour moi, je vais commencer déjà par des exemples qui peuvent se traiter effectivement en considérant ce référentiel comme galiléen. Okay. Alors, petits exemples d'application directe du principe d'inertie. Donc, exemple d'application. Je prends une cabine d'ascenseur. Alors, normalement, je devrais, on fait de la mécanique du point, le système devrait pouvoir toujours être représenté par un point. Après, c'est quand même pas très parlant si je mets un point à chaque fois au lieu d'une cabine d'ascenseur. Bon, là, vous avez tout de suite l'image. Et je représente cette cabine d'ascenseur qui subit une force de traction de la part d'un câble qui est au-dessus. Donc, je vais noter T, la force exercée par le câble sur la cabine. Donc T, je mets entre parenthèses câble. Le système, c'est la cabine d'ascenseur que j'ai représentée en blanc. Et puis vous avez le poids de la cabine. Si vous rajoutez des gens dedans, vous avez le poids de la cabine plus des gens à l'intérieur. Okay. Voilà. Allez, si vous voulez, on met quelqu'un à l'intérieur, mais voilà, mon niveau en dessin, c'est ça. Hein. Voilà. Bon. Alors, question qu'on peut se poser avec ça. J'ai toujours la même personne dans la même cabine. Et cette cabine, soit elle monte à vitesse constante, soit elle descend à vitesse constante. Bon, mettons que la cabine monte à vitesse constante. Monte à vitesse constante. Bon. Alors en plus, elle monte en ligne droite, forcément, pour un ascenseur. Donc je mets vecteur vitesse constante. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'applique le principe d'inertie sous cette deuxième version. Le système, qui est ma cabine, est soumis à des forces qui se compensent. Et je peux dire donc T plus P est égal à 0. Si j'ai envie, je peux projeter, alors c'est pas obligatoire, mais je peux projeter cette relation sur un axe vertical, puisque je sais que le déplacement se fait selon la verticale. Et dans ce cas, je vais écrire T indice Z plus P indice Z est égal à 0. Voilà. Ça veut dire que les forces se compensent. T et P se compensent. Et je ferme la parenthèse. Bon, alors, si j'écris maintenant les composantes, voilà, les composantes du vecteur T le long de l'axe Z, je note ça T indice Z. Puis je fais pareil pour P. Bon.
Alors maintenant, le vecteur P, il est orienté vers le bas. Sa norme, je peux l'appeler P, je peux l'appeler mg, parce que vous connaissez cette formule depuis la troisième. C'est mg, et c'est orienté vers le bas. Donc la composante du vecteur P le long de l'axe Z, c'est pas mg, c'est moins mg. Donc je vais mettre tz moins mg est égal à 0, ou bien sûr tz égale à mg. Voilà. La tension du câble, ça nous dit que la tension du câble, c'est égal exactement au poids de l'ascenseur, y compris de la personne qui est dedans. Voilà. Question là-dessus? Alors, est-ce que si l'ascenseur descendait, Agathe, est-ce que si l'ascenseur descendait, est-ce que ça changerait la tension du câble, la force exercée par le câble? Non, effectivement, ça ne changerait pas. Pourquoi? Parce que si l'ascenseur descend, le vecteur vitesse est encore constant, et donc je peux encore appliquer le principe d'inertie. Donc ça, c'est quelque chose qui peut sembler surprenant a priori. Que l'ascenseur monte ou qu'il descende, du moment que sa vitesse est constante, ça ne change pas la tension du câble qui retient ou qui tire l'ascenseur. Okay, voilà. Bon, donc ça c'est tout simple, vous connaissez déjà sûrement. Je passe à une autre application où on doit faire une projection un tout petit peu moins évidente. Bon, c'est vrai aussi, bien sûr, si l'ascenseur est arrêté, bon, bah, vous pouvez également écrire T plus P est égal à 0. Parce que être arrêté, c'est vitesse nulle, donc vitesse constante. Je peux appliquer le principe d'inertie. Autre exemple. Autre exemple, voilà, c'est les vacances, vous faites de la slack. Vous connaissez la slack? C'est des petits rubans que vous pouvez attacher à des arbres comme ça. Et donc, je dessine rapidement deux arbres et vous êtes, mettons, au milieu. Voilà. On va calculer la force qui est exercée sur chaque partie sur chaque ruban, si vous voulez. Donc, pour simplifier, parce que je veux faire de la mécanique du point, je veux dire que le système, ça va être vous, système, et comme je veux faire de la mécanique du point, je vais simplifier ma représentation, et je vais considérer les points d'attache comme deux points fixes, avec les deux petites croix. Voilà. Puis je dessine la slack, et le système, je vais le réduire à un point. Voilà, ça c'est vous. Vous avez une masse M, on peut la représenter comme ça, M, point fixe, la slack, et puis je représente sur le même schéma, je représente les forces appliquées au système, que j'ai représenté en blanc. Donc, les forces, vous avez une force exercée par le ruban de droite sur le système, je vais l'appeler T1, puis vous avez une force exercée par le ruban de gauche sur le système. Bon, on va montrer que les flèches ont même longueur, mais a priori, on pourrait mettre des longueurs différentes. Et puis, ce qu'il faut que je précise pour qu'on puisse faire un calcul, c'est faut préciser un petit peu comment vous l'avez attaché. Donc, quel est l'angle, en fait, que fait la slack avec l'horizontale. Donc, mettons que vous êtes au milieu. Si vous êtes au milieu, il y a une symétrie. Vous avez un plan de symétrie évident. Et donc, vous avez le même angle à gauche et à droite. Voilà, cet angle, je vais l'appeler alpha. Et pour fixer les idées, pour faire une application numérique, je vais dire alpha égale 10 degrés. Voilà. Et la masse, je vais dire 60 kg. Donc, je représente toutes les forces exercées sur le système. J'ai représenté les forces exercées par les deux parties du ruban. Il me manque la force qui est toujours là dans les exercices, c'est le poids. La Terre exerce une force orientée vers le bas, toujours à la verticale. Je mets le poids comme ça.
c'est un ruban qui est parfaitement souple, donc les forces exercées par chaque partie du ruban sont orientées suivant le ruban lui-même. Voilà. Bon, on l'admet si c'est pas intuitif. Okay. Bon, ben, j'aimerais bien que vous trouviez, peut-être un petit peu avant moi, les valeurs de ces forces-là, T1 et T2. Quelle est la norme, disons, en newton, quelle est la norme de ces forces? En admettant que, pour qu'on se mette dans le cadre du principe d'inertie, en admettant que le système est immobile. Hein, donc le système c'est ça, et donc V est égal à 0. La personne là est en équilibre immobile. Alors, pour ça, par exemple, je peux introduire, pour que tout le monde ait les mêmes notations, je peux introduire un axe vertical. Je vais l'orienter vers le haut, j'aurais pu l'orienter vers le bas. Ça ne change rien. Et puis, je vais mettre un axe horizontal que je vais appeler X. Alors, peut-être le mieux, c'est que je vous laisse réfléchir pour la mise en équation. Qu'est-ce que vous faites avec ça si je vous demande la valeur de T1 et de T2? Je ne sais pas. Alors, la question que me pose Rodri, c'est est-ce qu'on peut écrire que T1 égale T2? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais si vous affirmez quelque chose, il faut le justifier. Oui, le système est immobile. Voilà, vous êtes en équilibre, c'est déjà assez dur comme ça. Vous essayez de rester en équilibre au milieu. Quand vous serez plus fort, vous essayerez de traverser, mais là, c'est le début. Remarquez, quand vous êtes débutant là-dessus, vous n'allez pas au milieu, vous allez plutôt vers les arbres. C'est plus facile. Oui, G, on va prendre de G égale 10, ou allez, vous connaissez tous par cœur la bonne valeur, c'est combien? 9,81. Bon, allez, on va se faire plaisir, on va dire 9,81. 9,81, j'avais déjà justifié dans le cours précédent, l'accélération, que une accélération, c'est en mètres secondes moins 2. Hein, et on a déjà justifié dans les exercices sur le calcul dimensionnel, que G, c'était homogène à une accélération. Donc l'unité SI de G, du système international, c'est le mètre par seconde au carré. Alors, si vous n'arrivez pas à démarrer, ce qu'il faut faire, un petit conseil, c'est vous écrivez d'abord une relation vectorielle correspondant au principe d'inertie, et après, vous allez écrire les composantes de ces équations vectorielles le long de deux axes qui sont, je suggère au tableau, l'axe X et l'axe Y. Non, on ne néglige pas le alpha. Hein. Alpha n'est pas égal à 0. D'ailleurs, vous allez voir sur le résultat qu'il ne peut certainement pas être égal à 0, alpha. Bon, alors, je commence. Hein. J'écris principe d'inertie. On a une vitesse qui est égale à 0. Donc, en tout cas, c'est une vitesse constante. Donc, je peux écrire que la somme des forces exercées sur le système, c'est égal à 0. D'accord ? Alors, une petite remarque déjà, à ce stade-là, il n'y a pas de plus et de moins. C'est pas parce que, par exemple, le poids est orienté vers le bas que je dois mettre un moins. C'est toujours somme des vecteurs force. Toujours. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. J'anticipe sur des erreurs assez courantes. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas résoudre directement une équation vectorielle, donc je vais regarder quelles sont les composantes de cette équation le long de x, le long de y. Par exemple, je dis selon x, ça veut dire que je vais prendre les composantes le long de l'axe x, selon x, selon la direction x. Alors c'est même un axe x, parce qu'un axe c'est une direction accompagnée d'une orientation. Là c'est de la gauche vers la droite, je compte positivement quand j'ai un vecteur force orienté vers la droite. Alors, je vais y aller doucement, je vais écrire que la composante du poids selon x, plus la composante de T1 selon x, plus la composante de T2 selon x, ça fait 0. Maintenant, je regarde les orientations. Le poids, il est, comme vous savez, vertical, c'est-à-dire perpendiculaire à x. Il n'a aucune composante suivant x. Ensuite, T1x, qu'est-ce que c'est? Je regarde le vecteur T1. C'est un vecteur qui fait quel angle, Monsef, qui fait quel angle avec l'horizontale, le vecteur T1? Il fait un angle alpha, d'accord? Parce qu'on voit l'horizontale ici. Si vous voulez, vous pouvez remettre l'horizontale là.
pouvez dessiner des petits pointillés pour vous aider. Il fait un angle alpha avec l'horizontale. D'accord ? Et du coup, son voisin, dont j'ai oublié le... Enfin, j'ai pas encore acquis le prénom, c'est votre prénom ? Wassim. Combien ça fait T1x, du coup ? Si vous voulez, je le fais en plus gros. Vous avez T1, qui est un vecteur orange, ici. On a dit qu'il fait un angle alpha avec l'horizontale. Voilà. Ça, c'est un vecteur de norme T1. Et ce que je vous demande, c'est quelle est la composante suivant x de ce vecteur. La composante suivant x, ça correspond à la distance algébrique entre ce point-ci et ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de dire ? Ça fait, voilà, ça fait T1 fois cos alpha. Vous dites, hein, si ce n'est pas clair pour vous, là, j'ai de gauche à droite, j'ai T1 cos alpha. Pourquoi je dis de gauche à droite ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la composante suivant l'axe x que j'ai orienté vers la droite. C'est bien à prendre positivement. T1 cos alpha. Donc, plus T1 cos alpha, ça c'est pour T1x. T2x, c'est... je vais mettre un vecteur, c'est un vecteur de norme T2. Il fait également un angle alpha avec l'axe des x, mais il est orienté dans l'autre sens. Donc, moins T2 cosinus alpha. D'accord ? Est égal à 0. Je mets un moins parce que lorsque je projette ce vecteur violet qui pointe vers la gauche, quand je le projette sur l'horizontale, j'ai une composante, je me déplace du début à la fin du vecteur. Hein, quand je regarde les projections, je me déplace d'ici à là. Je me déplace vers la gauche. Donc je me déplace dans le sens opposé au sens de l'axe x. Signe moins. Okay ? Ça fait 0. Alors, est-ce que je peux simplifier par alpha ? Du moment que cos alpha est différent de 0, ça doit marcher. Alors, si on se dit que cos alpha peut être égal à 0, il faudrait, Chloé, non c'est peut-être pas Chloé, si, Chloé, il faudrait que alpha soit égal à combien pour que cos alpha soit égal à 0 ? Il faut que alpha soit égal à 0 ? À pi sur 2. D'accord ? Alors, on voit que ça serait assez difficile que alpha soit égal à pi sur 2. Donc c'est bon, je peux simplifier, cos alpha est différent de 0, cos alpha est différent de 0, donc je peux y aller, je simplifie, ça fait donc T1 moins T2 est égal à 0, c'est-à-dire T1 est égal à T2. Voilà, j'ai justifié par un petit calcul ce que certains sentaient intuitivement. Alors, à la limite, on aurait pu, il n'y a pas toujours besoin de calcul, on aurait pu le dire quasiment directement, ou juste avec une petite phrase. Pourquoi il est clair dès le début que T1 va être égal à T2, sans calcul, mais rigoureux. Alors, c'est un petit peu ça, c'est pas encore très précis, mais alors je vais le dire parce que je vais avancer un petit peu. C'est un petit peu ça l'idée, c'est que, comme il est au milieu, de ce qu'il y a de part et d'autre, en gros, c'est ce qu'il a dit, c'est la même chose. Vous avez un plan de symétrie pour tout le problème. Vous avez un plan, le plan qui est perpendiculaire au tableau et qui coupe la corde ici en deux, ici, c'est un plan de symétrie. Donc, quand le problème possède un certain plan de symétrie, vous pouvez être sûr d'emblée que toutes les forces exercées de part et d'autre vont être symétriques l'une de l'autre. Donc, je mets ça juste en remarque. Ça nous aurait peut-être épargné quelques équations, mais je pense que c'était utile d'écrire aussi ces équations-là. Hein, donc, remarque normale. CF. Hein, CF, ça veut dire voir, compte ferré. CF, plan de symétrie évident. Voilà. En électrostatique, en fin d'année, vous utiliserez encore bien plus les symétries des problèmes. C'est bon jusque-là ? Alors là, je n'ai exploité que les composantes horizontales. Ça permet juste de justifier qu'en norme, T1 est égal à T2. Maintenant, je regarde ce que je peux tirer des composantes verticales. J'écris selon Y. Selon Y, je vais aller doucement, j'écris PY plus T1Y plus T2Y est égal à 0. Ce genre de ligne-là, dès que vous avez bien compris, vous pouvez vous en passer. Hein.
de manière générale, là, j'écris les choses assez doucement, notamment parce que certains d'entre vous n'ont pas fait de mécanique en terminale. Mais si vous vous sentez capable de sauter des lignes pour arriver plus vite au résultat, ça me va tout à fait. Hein. Et d'ailleurs, je vais de moins en moins écrire ces lignes intermédiaires. Quand je vois que vous avez tous compris, j'écrirai les choses plus rapidement. Oui. Et Y, c'est Z, c'est bien, je vois que vous suivez. C'est Z. Voilà, c'est la composante verticale. C'est vrai que traditionnellement, la verticale, dans les problèmes de mécanique, soit on l'appelle Y, soit on l'appelle Z. Bon. Alors j'y vais. PZ, la composante verticale du poids, mais verticale avec un axe qui est orienté vers le haut. Bon, je sais très bien que le poids, il est vertical, d'accord, il a pour norme mg, mais il est orienté vers le bas. Donc je mets moins mg, ici. Ensuite, T1z, bah, je regarde mon schéma, je regarde quelle est la projection, je vais peut-être refaire un dessin pour ça, quelle est la composante verticale comptée positivement vers le haut de ce vecteur T1, sachant que ben, ici j'ai un angle alpha. Voilà. Alors cette composante c'est quoi? Ben, en fait ça correspond à ce que je vais représenter là en violet, mettons. Voilà, ça c'est T1 Z. Oui. Et selon Z, oui. Merci. T1Z. Je compte ce T1Z positivement si je monte en partant de l'origine du vecteur vers la fin du vecteur, c'est bon. La projection, c'est de là à là. Je suis en train de monter en passant de là à là, donc c'est à compter positivement. Bon, et puis si je connais mon triangle, si je connais la trigonométrie un petit peu, je sais que ça fait T1 fois sinus de l'angle alpha. Je projette en face, je multiplie par le sinus. Bon, T2Z, ben c'est pareil. T2Z, c'est aussi un vecteur qui est orienté vers le haut. Hein, le vecteur vert, il est orienté vers le haut. Donc il a aussi une composante qui est T2 sin alpha. Tout ça, ça fait 0. Et puis en plus, je sais, parce que je viens de le montrer, que T1 est égal à T2. Donc ça, je peux simplifier un petit peu. Comme T1 est égal à T2, tenez, pour pas m'embêter, je vais l'appeler T. Et je vais mettre un petit delta ici pour dire que par définition, cette valeur commune, je l'appelle T. D'accord ? Personne ne va me reposer la question dans 5 minutes. J'ai mis un petit delta comme définition. Bon, alors maintenant, je peux m'en servir. Je dis, bon, je vais passer le moins mg à droite, c'est plus agréable. Ça me fait T facteur de, allez, je vais l'écrire doucement, T sin alpha plus T sin alpha est égal à mg. Moi, si je cherche T, la norme de la force, ben, je vois bien que c'est mg sur sin alpha. Voilà. Je fais maintenant l'application numérique. Bon, alors m, on m'a dit 60. G, on m'a dit 9,81 sur 2 sin alpha. C'est ça. Donc sur 2 fois sinus, combien on a dit? 10 degrés. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'application numérique? 1695 newtons. L'unité, bon, j'en parlerai juste après. Je vais le mettre comme ça. Newton, alors, je vais quand même le dire maintenant. Vous le connaissez, mais voilà. La force s'écrit en newton dans les unités du système international. 1695 newtons, et on met ça avec un grand N. Hein. Donc pas un petit n, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil avec les unités. Si le nom de l'unité vient d'une personne, il faut mettre un n, enfin une lettre majuscule. Kilogramme, kilo, c'est pas une personne, ça veut dire 1000, c'est tout. Donc, minuscule. Kelvin, c'est une personne. Donc Kelvin, grand K. Ce qui permet d'ailleurs de distinguer avec le petit K. Ok, voilà. 1695 newtons, donc c'est à peu près, ça correspond au poids d'une personne d'environ 170 kg. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous êtes suspendu à une corde et que vous voulez exercer une force de cette intensité-là sur la corde, il faudrait que vous pesiez 170 kg.
C'est une autre situation. Hein. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que dans cette circonstance-là, P égale mg, hein, j'ai juste à diviser environ par 10, j'obtiens la masse qu'il faudrait accrocher sur une corde à la verticale pour ça. Voilà, donc on a calculé ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Voilà le principe d'inertie. Oui. Alors, ça, c'est tant que la personne là ne bouge pas. Hein, les forces T1 et T2 qui sont représentées là ont pour norme 1695 newtons. D'ailleurs, je vais l'écrire. T1 est égal à T2 est égal à 1695 newtons. Alors, en passant là dans les rangs tout à l'heure, j'ai vu 2-3 écritures qui sont problématiques. Par exemple, j'ai vu, alors ne recopiez surtout pas ce que je vais écrire là, hein, j'ai vu des trucs comme T1 plus T2 égale mg. D'accord? Alors, il y a peut-être déjà un problème de signe, ou peut-être qu'il y avait le bon signe, je ne sais pas, mais problème, vous avez des vecteurs à gauche, pas de vecteurs à droite. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement courant. C'est faux, déjà, parce qu'un vecteur, ce n'est pas un nombre, et puis c'est dangereux d'écrire ça comme ça, parce que, en général, pour la suite des calculs, ça se passe mal. Il n'y a plus d'orientation. Bon. Okay. Donc faites attention à ce mélange. Soit c'est des vecteurs, soit c'est des nombres. On ne mélange pas les deux. Bon, donc dans cet exemple, j'ai considéré évidemment le référentiel terrestre comme un référentiel galiléen. Les arbres, hein, ils sont fixes dans le référentiel terrestre, mes points d'accroche, tout ça, tout est fixe là-dedans, dans le référentiel terrestre. Okay. Peut-être un exemple de référentiel qui est visiblement pas un référentiel galiléen, proche de nous. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oui? Dans un manège, exactement. Hein, où ce matin, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous êtes venus avec le machin à roulettes, là, le tram à Nancy, que j'ai pas pris depuis 2 ans. La dernière fois que je l'ai pris, voilà, petite anecdote, il y avait une mamie à côté de moi qui s'était pas accrochée à une barre. Et le tram a pilé, alors là les freins ils marchent bien, hein, dans ce tram. Elle a fait un vol plané. Pourquoi elle a fait son vol plané? Eh ben, dans le référentiel du tram, ça peut sembler un peu surprenant. Elle était tranquille, elle faisait aucun effort, pof, vol plané. Si je prends comme système la mamie, aucune force n'a été exercée sur elle au moment du freinage, et pourtant son vecteur vitesse a changé. Voilà, c'est contradictoire avec le référentiel galiléen. En fait, ce qui s'est passé, c'est que spontanément, on se place dans ce référentiel, mais en réalité, le bon référentiel à choisir, c'est le référentiel terrestre. Et dans le tram, c'était peut-être la seule qui a gardé son vecteur vitesse initial. Avant que le tram ne freine, sa vitesse par rapport au sol, c'était 30 km/h. Le tram freine, elle garde la vitesse de 30 km/h, toujours dans la même direction. Voilà, alors maintenant, principe fondamental de la dynamique. Donc ça, c'est Newton, hein, qui a un petit peu affiné ça. C'est le paragraphe 2, ou paragraphe B2. Principe fondamental de la dynamique. Donc, qui est dû à Newton, un petit peu plus tard, au XVIIe siècle encore, c'est 1687. Voilà. Alors comme c'est quand même très long d'écrire ça, on a la flemme de l'écrire, donc on va toujours noter PFD, principe fondamental de la dynamique. On l'appelle aussi seconde loi de Newton, parce que Newton, bon, il est arrivé après Galilée. Galilée avait déjà écrit d'une certaine façon son principe d'inertie, et donc Newton a dit, ok, bon, Newton ou ses successeurs ont dit, ok, le principe d'inertie, on va dire que c'est la première loi de la mécanique. La deuxième loi, c'est le principe fondamental de la dynamique. On va voir qu'en fait, il contient comme cas particulier la première loi. Et puis, il y a une troisième loi qui a été énoncée par Newton. Donc, en ce sens-là, souvent, on écrit, au lieu de dire PFD, on écrit seconde loi de Newton. Voilà, les deux sont utilisés. PFD ou seconde loi de Newton. Bon, alors je vais l'écrire de manière assez succincte. Je ne vous oblige pas à avoir un énoncé
à recopier au mot près, hein, il faut surtout comprendre ce que ça veut dire. Donc on peut l'énoncer comme ça, énoncer. Dans un référentiel galiléen, on peut écrire que la somme des forces appliquées au système, c'est égal, donc somme, bah vous connaissez en maths, hein, vous avez déjà vu ce signe-là, c'est juste somme, c'est un S, sigma, c'est égal à la masse du système fois son accélération. Hein, donc en général, on dit d'ailleurs juste somme des forces égale masse fois accélération. Attention, c'est accélération, c'est le vecteur accélération. Donc c'est assez simple à retenir finalement, hein, vectoriellement. Et alors, une petite remarque déjà sur les unités. Donc tout à l'heure, je vous disais, les forces sont exprimées en newton. Hein, donc l'unité, c'est newton. Lorsque la masse est exprimée en kilogrammes et l'accélération en mètres par seconde au carré. Donc on peut dire, en regardant cette loi, que 1 newton, c'est pareil que 1 kg fois 1 mètre seconde moins 2. Donc je mets remarque en abrégé, 1 newton, par définition, grâce à cette loi, parce que c'est finalement cette loi qui définit les forces, 1 newton, par définition, c'est 1 kg fois 1 mètre divisé par 1 seconde au carré. Donc allez, je vais écrire divisé par 1 seconde au carré. C'est la même chose, c'est équivalent. Alors, petit exemple d'application. Exemple, on pousse un caddie au supermarché. Enfin, un chariot, caddie, je crois que c'est une marque. On pousse un chariot. Bon, je vous rappelle que normalement, mécanique du point, on représente le système par un point. D'ailleurs, en général, ça m'arrange. Parce que là, c'est vraiment limite pour mon niveau en dessin. Mais bon, ça peut être important, parce qu'il faut se rappeler que on n'est pas en train de faire de la mécanique du solide, on ne cherche pas à prévoir si le caddie, par exemple, va se mettre à tourner sur lui-même, des choses comme ça. Donc voilà, on n'est pas aussi précis que ça, en quelque sorte. Je pourrais représenter mon caddie par un point. Voilà. Alors, donc je représente une force, je vais imaginer que je le pousse horizontalement. Donc là, voilà la force. Je vais tout représenter à partir du centre. Vous allez me dire, oui, mais le chariot, on le pousse plutôt à partir de là. Si on commence à préciser que ce n'est pas ici qu'on pousse, mais là, c'est qu'on est en train de faire de la mécanique du solide. Je ne fais pas encore de mécanique du solide. Donc, je représente ici la force exercée par moi sur le chariot. Le système, ça va être le chariot. Qu'est-ce qu'il y a comme autre force forcément exercée sur ce chariot? Oui, il y a le poids du chariot. Alors le poids, bon, on y pense toujours, hein, parce que à moins de faire un exercice sur une navette spatiale très très loin de toute masse, oui, et il y a peut-être des forces de frottement. Alors je vais faire simple, on va dire que c'est un chariot parfait, ou alors voilà. On fait du hockey sur glace, on a un petit chariot pour ramasser tout ce qu'il faut, le palais, oui. Et il y a une autre force à laquelle on ne pense pas trop, souvent, très bien, qu'on appelle la réaction du sol, ou réaction du support. Donc voilà, on a un sol comme ça, et même s'il n'y a pas de frottement, eh ben, il y a une force donc, qui est verticale et qui s'oppose au poids. Donc je vais l'appeler R comme réaction, mais peut-être qu'on ne voit pas le bleu là. Vous voyez le bleu? C'est bon? Alors, voilà, j'applique la seconde loi de Newton avec ça. Hein. Donc R, on peut mettre, hein, je reviendrai là-dessus, mais on va appeler ça la réaction du sol. Voilà, ça c'est la force exercée sur le caddie, et ça c'est le poids du caddie. P, c'est le poids.
Bon, P, ce sera toujours le poids. Je vous donne la masse du caddie. Mettons que... Je ne sais pas d'ailleurs combien ça... J'ai mis 5 kg, mais je ne sais pas si c'est raisonnable. 5 kg pour un caddie. Et j'ai imaginé une force de 20 newtons. Voilà. Ça, c'est forcément des données du problème. Et je voudrais calculer l'accélération de ce caddie. Okay. Donc je fais pareil que tout à l'heure. J'ai deux directions, a priori. Je peux prendre l'horizontale et la verticale. Bon, il faut que je prenne deux directions indépendantes. Et j'applique le PFD. Donc, le PFD. Alors déjà, comme toujours, normalement, quand on commence, il faut dire de quoi on parle. Alors je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. On parle du caddie. Le système, ce n'est pas moi qui vais pousser, c'est le caddie. Donc système égale caddie ou chariot. Hein. Allez, je vais mettre chariot. Voilà. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre, qui va être supposé galiléen. Je ne vais pas l'écrire à chaque fois. En fait, j'ai dit, sauf mention explicite du contraire, je vais considérer que le référentiel terrestre, c'est un référentiel galiléen. Donc je peux y aller avec mon PFD. Oui. Voilà, vous marquerez juste référentiel terrestre et on va dire qu'entre nous, pour ne pas trop vous embêter à écrire des lignes de 3 km, on le suppose galiléen, toujours. Voilà. Alors après, peut-être en colle, si vous n'êtes pas avec moi, peut-être mes collègues, ils aimeraient bien entendre que c'est galiléen. Voilà, référentiel, vous dites référentiel terrestre, supposé galiléen. Voilà. Donc je peux appliquer le PFD, j'y vais. J'écris que la somme des forces, donc F plus R plus P, est égale à la masse du chariot fois son accélération. Voilà. C'est une équation vectorielle, donc pour pouvoir l'exploiter, il faut que j'introduise des axes, par exemple la verticale, Z, l'horizontale, X, et puis j'y vais, donc par exemple suivant Z. C'est-à-dire que je vais prendre les composantes. Alors encore une fois, ici, il n'y a que des plus. Il n'y aura toujours que des plus. Quand on écrit somme des forces avec un sigma, ça veut dire que ce sont des signes plus partout. Alors ça peut peut-être vous sembler évident hein, pour certains, mais je sais que pour d'autres, il y en a qui commencent à se demander s'il y a des forces qui sont orientées vers le bas, vers le haut, tout ça, et du coup ils changent les signes. Non, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Quand on écrit des vecteurs, c'est que des plus. C'est seulement quand je vais prendre les composantes suivant une certaine direction, on dit quand on projette par exemple suivant l'axe Z, hein, c'est un synonyme de prendre les composantes suivant Z, on dit aussi on projette les vecteurs suivant Z, ça revient au même. Bon. C'est là qu'on va se demander si, est-ce qu'il y a des signes plus, des signes moins, il va falloir regarder, comparer la direction des vecteurs avec la direction des axes X ou Z. Voilà. Donc j'y vais, suivant Z, je vois que j'ai un vecteur R qui pointe vers le haut. Bon, pour l'instant, peu importe, je vais commencer exactement, je vais y aller doucement, je vais commencer comme ça. Je vais dire F, la composante de F suivant Z, plus la composante de R suivant Z, voilà, est égale à M fois l'accélération suivant Z. Ça, c'est la ligne que vous pouvez sauter quand vous avez compris. Bon, alors je prends F, la force F, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit, je supposais qu'elle est horizontale, parce qu'on ne veut pas se fatiguer. Donc elle n'a pas de composante suivant Z, c'est OK. Ensuite, R. Alors, R, ben, je ne sais pas. Je mets RZ. Je n'ai pas d'information. Pardon, je mets R. Pourquoi je mets R? Parce que je l'ai représenté vers le haut, comme ça. Okay. Donc, si sa norme, si sa longueur, c'est grand R, sa composante vers le haut, c'est grand R. Bon, donc j'ai le droit d'écrire RZ ou R, c'est la même chose. Ensuite, plus P, indice Z, la composante verticale de P, c'est comme tout à l'heure, le poids il part vers le bas, sa norme c'est mg, donc PZ c'est moins mg. Égal à quoi? Masse fois accélération suivant Z. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qui se passerait si cette composante A indice Z était différente de 0, Paul? Ouais. Voilà, si
AZ était positif, ça voudrait dire que le caddie décollerait du sol. Encore pire, si AZ était négatif, ça voudrait dire que le caddie s'enfoncerait dans le sol. Il est clair qu'on n'est ni dans ce cas-là, on n'est dans aucun de ces deux cas. Donc on sait d'avance qu'il n'y a pas de mouvement vertical du caddie, il y a des mouvements que à l'horizontale. Donc on peut dire que ça fait 0. Pas de mouvement vertical. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que R est égal à mg. Bon, alors c'est pas vraiment ce que je voulais calculer, mais au moins avec ça, j'explique pourquoi il y a ce vecteur R auquel on ne pense pas forcément. Ce vecteur R, si vous voulez, une façon de l'expliquer, c'est qu'il empêche le caddie de s'enfoncer dans le sol. S'il n'y avait pas ce vecteur R, s'il n'y avait pas cette réaction du sol, à la verticale, il n'y aurait qu'une force, c'est le poids. Et donc le caddie serait comme en chute libre, il partirait dans le sol. C'est évidemment, ça n'a aucun sens. Le sol, forcément, il réagit, il empêche le caddie de s'enfoncer dedans. On prend un sol normal, un sol dur. Donc, R égale mg, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur de la flèche que j'ai faite en bleu, ça doit être la même chose que la longueur de la flèche en vert. Donc, si vous ne l'aviez pas fait de même longueur, rectifiez, faites des flèches qui aient à peu près l'air d'avoir la même longueur. Voilà. Alors maintenant, plus intéressant, parce que moi, ce que je voulais, c'est connaître l'accélération de mon caddie. Je regarde suivant x, ce qu'il se passe. Alors je reprends les mêmes composantes là. J'écris encore avec des plus partout, parce que pour l'instant, je ne me suis pas demandé quel sens avaient ces vecteurs, quels signes ont ces composantes là. C'est quand je me demande quels signes elles ont que je vais mettre des moins ou pas. Donc F était horizontale, de norme F justement, horizontale vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'axe X. Donc je peux y aller. Fx, la composante de f suivant x, c'est la norme, c'est la longueur de ce vecteur orange, c'est f. Ensuite, R et P, ce sont deux forces verticales. Donc, aucune composante horizontale. Égale masse fois accélération suivant x. Voilà. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Donc, je peux maintenant calculer l'accélération, qui n'a qu'une composante, celle suivant x. Et donc, j'y vais ici. Ça me fait donc A indice x, qui est la norme du vecteur accélération, puisqu'il n'y a pas d'autres composantes. Je vais mettre égal A. Et c'est égal du coup à F sur M. Voilà, application numérique. L'accélération ici vaut 20 newtons divisé par 5 kg. C'est tout dans les unités du système international, donc je ne m'embête pas. J'ai pas besoin d'écrire les unités. Donc ça nous fait 4. Alors je pourrais mettre newton par kilogramme, mais je sais que c'est une accélération, donc c'est en mètres seconde moins 2. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je représente, par exemple, la vitesse suivant x, dire que l'accélération, on a un mouvement qui est rectiligne, donc l'interprétation de l'accélération est assez simple. Si j'ai une accélération de 4 mètres seconde moins 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque seconde, la vitesse augmente de 4 mètres par seconde dans la direction de l'axe x. Donc si je représente Vx en fonction du temps, ben je peux écrire comme ça, je vais mettre 1, 2, 3. Ça c'est les secondes, le temps en secondes. Et la vitesse, voilà. Donc ici, je vais être à 4 mètres par seconde. Au bout de 2 secondes, je vais être à la vitesse de 8 mètres par seconde. Ça augmente linéairement, ça augmente régulièrement. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, la composante sur Z, je n'avais pas besoin de la calculer pour avoir ça, mais c'était pour justifier que ce vecteur-là existe, qu'il y a bien une réaction du support, et qu'en plus, conformément à mon dessin, il est de même longueur que le poids. Alors, une fois qu'on a remarqué, on a dit la dernière fois, du point de vue de la cinématique, là j'y suis allé directement parce que c'est assez simple, mais la dernière fois on a dit que l'accélération, la composante suivant x de l'accélération, c'était la dérivée de la composante x de la vitesse par rapport au temps. Donc on peut, pour justifier ça, on peut dire d de vx sur dt, c'est une constante qui vaut 4, et donc
j'ai une dérivée qui vaut 4. Ça veut dire que la fonction elle-même, c'est une primitive de 4. Donc j'en déduis Vx de t. C'est une primitive de 4. Primitive par rapport à quoi? Par rapport au temps. Attention, on n'est pas en maths. Hein. En général, la variable, c'est le temps. Donc c'est 4 fois t, plus a priori une constante. C, c'est une constante. Bon, mais là, j'ai pris le cas simple où la vitesse valait 0 à l'instant 0. Je suis parti de l'état d'immobilité, disons. Donc, je fais ça. En principe, donc déjà, le C, j'écris que c'est une constante. Donc là, en principe, il faut dire, si on fait l'hypothèse que la vitesse vaut 0 à l'instant 0, bon, la vitesse, c'est Vx, puisqu'on a vu, il n'y a pas d'autre composante que... Enfin, la vitesse, le vecteur vitesse est orienté sur un x. Si v de 0 est égal à 0, c'est-à-dire si Vx de 0 est égal à 0, eh bien, je peux écrire ici, voilà, Vx de t, je vais le faire vraiment doucement. Vx de 0, d'après cette équation, c'est égal à 4 fois 0 plus la constante. Et donc, j'en déduis que la constante est égale à 0. Et donc, j'en déduis que, dans ce cas-là, j'ai bien Vx de t égale 4 fois t. Donc, fonction linéaire. Hein, j'ai vraiment détaillé tout ça. Il n'y a pas besoin de détailler à ce point-là quand c'est aussi évident. Enfin, je dis que c'est évident, mais bon, certains l'ont pas fait, ça. Donc, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Oui. C'est vrai que j'ai même complètement zappé la composante par rapport à z. Pourquoi? Parce que bon, on va tomber sur des équations, pas de force, pas de composante de force, donc pas d'accélération, pas de vitesse initiale, donc vitesse constamment nulle dans la direction de z. Voilà. J'ai la flemme de l'écrire un petit peu. On dit qu'on a un mouvement plan. Et puis, après, je vais vous apprendre à écrire ça de manière un petit peu plus rapide, en écrivant autant que possible des vecteurs jusqu'au bout pour éviter de faire 3 fois l'application du PFD. En fait, là, j'ai déjà fait 2 fois l'application du PFD. Une fois sur Z, une deuxième fois, et puis, bon, on rappelle qu'effectivement, il faudrait peut-être l'écrire aussi suivant Y, hein, la composante horizontale perpendiculaire à X. Voilà, j'ai pas envie de le faire 3 fois. Ça s'écrit un petit peu de la même façon. Donc, un petit peu plus tard, je vous montrerai sur un autre exemple qu'on peut tout écrire en une seule fois, avec, en continuant à utiliser les vecteurs. Voilà. Une petite remarque, une autre écriture de ce principe fondamental de la dynamique, autre écriture du PFD, toujours dans un référentiel galiléen bien sûr, je peux écrire que, au lieu d'écrire somme des forces égale masse fois accélération, je peux écrire somme des forces égale dérivée d'un certain vecteur qu'on note P, qui s'appelle la quantité de mouvement. J'écris comme ça, dP sur dt. Donc si vous voulez, c'est P' de t, avec P égale, par définition, mv. Ça s'appelle la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Voilà. Donc pour vous, pour l'instant, c'est juste une autre écriture exactement de la même chose. Alors, il y a quand même certains avantages à écrire ce PFD, ce principe fondamental dynamique comme ça. C'est qu'on peut généraliser ce genre d'équation à la relativité, en relativité restreinte. Donc vous en ferez peut-être l'année prochaine, si vous choisissez l'option qui va bien. On peut écrire le PFD comme ça, mais à condition d'écrire la quantité de mouvement un petit peu autrement. D'autre part, quand on étudie les chocs, bon, c'est plus au programme les chocs, mais bon, vous imaginez ce que c'est. Hein, vous jouez à la pétanque. Hein, par exemple, l'étude des chocs, c'est expliquer pourquoi je peux, avec une boule de pétanque, je peux éjecter une boule qui était au sol et arrêter celle que j'ai envoyée. Pourquoi ça marche comme ça? Bon. Donc ça s'étudie très bien avec la notion de quantité de mouvement. Voilà. Alors, des fois, je l'utiliserai, mais c'est vrai que souvent, on va écrire le PFD sous la forme somme des forces égale masse fois accélération.
je passe à la dernière loi de Newton. S'il me reste du... oui, c'est bon. Donc, troisième et dernière loi de Newton. Après, vous savez tout. Après, à la limite, je pourrais vous laisser faire tous les exercices possibles. Tout dépend de ces 3 lois de Newton. Tiens, une petite remarque. J'avais dit que le principe d'inertie n'est qu'un cas particulier de la deuxième loi de Newton. Pourquoi? Ben, regardez, si vous faites dans le principe fondamental de la dynamique, hein, pas besoin de le noter, hein, suffit d'avoir compris. Si vous dites que vous avez un vecteur vitesse qui est constant, pour retrouver le principe d'inertie, ben, vecteur vitesse constant, ça veut dire accélération est égale à 0. Donc, le second principe, la seconde loi de Newton, le PFD, dans le cas particulier où le vecteur vitesse est constant, il s'écrit bien comme ça. Somme des forces est égale à 0. C'est-à-dire, on a des forces qui se compensent. Oui. C'est la définition de la quantité de mouvement, c'est ça. C'est un vecteur qu'on note petit p. Alors, je ne sais plus si c'est au programme de terminale. Ça l'était jusqu'à il y a 2 ans. Peut-être que ça l'est plus, mais si ça l'est plus, en tout cas, c'est au programme de prépa. Donc, je vous donne le mot quantité de mouvement. Il y en a qui l'ont vu en terminale, la quantité de mouvement? Okay. Bon, ben voilà, vous savez quelque chose de plus, hein. C'est toujours vrai, ça c'est équivalent, hein, puisque la masse est constante. Quand vous dérivez ça, qu'est-ce que ça fait? La dérivée de mv, ça fait m fois la dérivée de v. Donc ça fait m fois l'accélération. Donc c'est juste une autre écriture de la même loi. Alors vous avez remarqué, donc je vous ai donné une deuxième feuille d'exercice, bien qu'on n'ait pas encore corrigé la première. Ça, c'est notamment pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait de la mécanique en terminale, vous avez quand même une majorité, vous avez déjà vu le principe fondamental de la dynamique, et donc vous pouvez commencer à regarder les exercices de cette deuxième page. Hein, notamment les premiers, ils sont assez proches des exemples que j'ai donnés aujourd'hui. Même ceux qui n'ont pas fait de physique en terminale peuvent aller regarder. Hein. Tous les premiers exercices sur le PFD, c'est juste l'application des applications dans le genre de ce que j'ai présenté ici. Voilà. Alors, donc dernière loi dont on a besoin, principe action-réaction, qu'on appelle aussi troisième loi de Newton. Dans certains livres, on dit loi de l'action et de la réaction. C'est un petit peu plus long, donc j'évite. Principe action-réaction. Alors, je reprends mon caddie de tout à l'heure. Alors, parmi les forces exercées sur le caddie, on a vu, il y a la personne là qui exerce une force. Bon, c'est la force que j'ai représentée en orange. Alors, je vais la représenter ici, en orange, voilà, au niveau des mains. Ce sera peut-être un peu plus compréhensible. Force exercée par la personne sur le caddie. Donc, je vais mettre personne... caddie ou chariot j'avais dit. Sur le chariot, okay. Et puis pour le caddie, j'avais représenté aussi le poids du caddie, la force exercée par le sol sur le caddie, qu'on appelait la réaction du sol, du support. Mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de comparer la force qu'exerce la personne sur le caddie et la force qu'exerce le caddie sur la personne. C'est-à-dire que je change de système. Une fois, je m'intéresse au caddie, quand je dessine la force en orange, et puis une autre fois, je m'intéresse à la personne qui est là. Donc elle aussi, elle subit une force, en fait, quand elle pousse le caddie. Voilà, et ça, en vert, donc c'est la force exercée par le chariot sur la personne. Voilà. Alors, de quoi elles ont l'air, ces forces? Comment je les ai dessinées? Ce que j'ai fait? Voilà, ils sont de même longueur, ils sont exactement opposés, hein, les sens sont opposés, mais ils sont de même longueur. C'est-à-dire qu'on a la force qui est pour aller plus vite, la force qui est en vert, c'est exactement l'opposé de la force qui est en orange. Voilà. Si la personne c'est P, oui, bien sûr, il faut mettre un vecteur, merci. Donc, si la personne elle s'appelle P, le caddie s'appelle C, eh bien, la force en vert,
c'est la force qui est exercée par le caddie sur la personne. C'est l'opposé de la force exercée, bon, je mets des couleurs partout, la force exercée en orange, c'est par la personne sur le caddie. D'accord ? Pas compliqué comme loi. Et des fois, c'est indispensable, parce que ça, c'est indépendant de la seconde loi de Newton. On ne peut pas déduire cette propriété de la seconde loi de Newton. Oui. Alors non, justement, ça tombe bien que vous me fassiez cette remarque. On peut avoir l'a priori que cette propriété n'est plus vraie si le caddie est mis en mouvement. Donc je mets en remarque, cette propriété est vraie, quel que soit... Est-ce que vous connaissez cette abréviation ? C'est très bien. Est vrai, quel que soit le mouvement des deux sous-systèmes, hein, donc quel que soit le mouvement de P et de C, quel que soit le mouvement de P et de C. C'est-à-dire non seulement ils peuvent être en mouvement, mais en plus ils peuvent être en mouvement accéléré. Ça marche encore. Alors, comme ça semble bizarre à certains, j'insiste, je l'écris, hein. Donc même accéléré. Voilà. Même si on fait accélérer le caddie, c'est-à-dire si on reprend l'exercice précédent, ça c'est vrai à tout instant. Et pire que ça, c'est même vrai dans tous les référentiels. Hein, je ne vais pas le mettre parce que pour l'instant on n'utilise pas ça, mais si je changeais de référentiel, si je prenais un référentiel en mouvement par rapport à tout ça, ça resterait vrai quand même. Donc c'est une loi qui est valable sans condition. Autant la seconde loi de Newton, il faut bien faire attention au référentiel. Là, il n'y a même pas besoin de faire attention au référentiel. Il n'y a pas de problème sur l'état de mouvement, ça change absolument rien. Tout le temps vrai. Okay. Alors, je ne sais pas, autre exemple. Autre exemple, là où c'est important, un exemple que vous connaissez tous, vous prenez une fusée. Alors, je ne sais pas plus dessiner les fusées que les personnes. Je vais prendre une fusée comme ça. Okay, vous faites mieux que moi. Une fusée, donc, vous savez bien que si elle avance, la fusée, c'est parce qu'elle éjecte des gaz. Alors, la force exercée par la fusée sur les gaz, je vais la représenter en... je sais pas, un truc que vous voyez bien, en jaune. Voilà. Je représente en jaune une force exercée par la fusée sur les gaz. Les gaz au pluriel, ça reste gaz, G-A-Z. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein. C'est pas une faute. Et je représente avec un vecteur bleu, je représente la force exercée par les gaz sur la fusée. Voilà. Et bien, ça doit être un vecteur de même longueur, mais de sens opposé. Force exercée par les gaz sur la fusée. Donc s'il n'y avait pas cette action-réaction, principe action-réaction, on ne pourrait pas expliquer le mouvement des fusées. D'accord ? J'écris quand même. Donc F en bleu, avec les mêmes couleurs. F gaz sur fusée égale moins force fusée sur gaz. Voilà. C'est vrai même si ça accélère. Une fusée, ça accélère. Okay. C'est bon, pas de questions ? Bien sûr. Alors si j'en ai une, mettons Hugo, quand je démarre en voiture, voilà, j'appuie sur l'accélérateur, la voiture avance. Qu'est-ce qui fait avancer la voiture ? C'est le moteur. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Je répète la question. Je démarre ma voiture et Hugo me dit c'est le moteur qui fait avancer la voiture. Quel est le problème de cette réponse ? Oui ?
le moteur avance avec la voiture. C'est-à-dire, oui, c'est pas encore clair, mais il y a un truc qui va avec ça. Le moteur, il fait partie de la voiture. Le système, c'est la voiture. Quand je dis la voiture avance, le moteur, il est dans la voiture, il fait partie de la voiture. Un système ne peut pas exercer une force sur lui-même. Attention à ça. Je sais pas, c'est pas évident. Prenez, imaginez, je ne vais pas le faire devant vous, mais vous tirez sur vos chaussettes vers le haut, vous aurez du mal à vous faire décoller. D'accord ? Donc, c'est pareil pour une voiture. Un moteur ne peut pas exercer une action sur lui-même. La voiture ne peut pas exercer une action sur elle-même. Donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait avancer la voiture quand on démarre ? Oui, non, c'était... Personne n'a... Oui, une petite idée ? Alors, oui, allez-y au fond. Par les roues sur la route, vous avez dit. Ah, voilà, là, on y est. C'est la route. D'accord ? Si vous voulez, vous le notez, hein. Mais c'est action-réaction. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous allumez votre moteur ? Le moteur transmet une force, un couple en fait, vous verrez plus tard, aux roues, et les roues exercent une force sur la route. Qu'est-ce qui fait avancer la voiture ? C'est pas cette force-là. Là, je viens de parler de la force exercée sur la route. La force qu'il faut appliquer pour comprendre l'avancée de la voiture, c'est une force qui est exercée sur la voiture. C'est le principe action-réaction. Si les roues exercent une force sur la route, alors la route exerce une force opposée sur les roues. Et c'est cette force-là, qui est une force de frottement, c'est cette force-là qui fait avancer la voiture. Voilà. C'est vrai que s'il n'y avait pas de moteur, ça n'avancerait pas. Mais ce n'est pas le moteur qui fait avancer. Ça, c'est un raccourci du langage courant. C'est la route qui exerce une force sur la voiture. Ça, c'est aussi principe action-réaction. Bon, voilà, le timing est parfait. À la prochaine fois. Si vous avez des questions, venez ici.